Donc avec Alexandre, on a vu à peu près tout ce que... Enfin, il vous a bien parlé de la méthanisation ou digestion anaérobie, donc je vais rester sur le même sujet, mais il a parlé plutôt des entrées, donc des substrats, et moi je vais parler des sorties, donc du digestat. Alors, on a déjà vu à peu près ce même schéma tout à l'heure, donc je rappelle, la méthanisation, ça va être un procédé biologique qui va permettre en fait de traiter des déchets organiques. Donc en entrée, on aura des déchets organiques ou des effluents organiques qui vont, après le procédé, nous donner un biogaz qui va être riche en méthane, donc pour diverses utilisations après, et aussi un digestat. Alors, plus précisément, ce qui se passe dans ce procédé, je ne vais pas l'expliquer totalement, mais il faut comprendre que ce procédé se décline en plusieurs étapes, donc des étapes qui sont influencées par des paramètres environnementaux et par des inhibiteurs. Donc, des paramètres environnementaux tels que la température, l'oxygène, le pH, mais aussi des inhibiteurs qui vont avoir un effet direct sur ce procédé, donc des acides gras volatiles, des acides gras à longue chaîne. Et certains de ces paramètres-là peuvent être suivis au niveau du digesteur, donc avec des capteurs. Donc on a des capteurs de température, des capteurs de pH qu'on peut installer directement au niveau du digesteur. Il y a des petites analyses rapides qui peuvent se faire avec de la titrimétrie, donc pour déterminer, par exemple, l'alcalinité totale, les AGV totaux. Il y a tout ce qui est analyseur de gaz qui va permettre de déterminer la quantité et la qualité de biogaz. Mais il y a des paramètres qui ne sont pas étudiés, qui peuvent, du fait de la durée d'analyse, du temps qu'il faut avant d'obtenir ces résultats-là. Donc c'est notamment les acides gras à longue chaîne. Et ce qui fait en fait qu'un suivi installé sur un réacteur ne permet pas forcément de prévenir les dysfonctionnements qu'il peut y avoir au niveau de ce réacteur-là. Donc, une solution potentielle dont on a parlé en long et en large depuis hier et aujourd'hui aussi, c'est l'utilisation de la spectroscopie pour tout ce qui est monitoring d'un procédé. Alors, dans notre procédé, ça pourrait nous permettre en fait d'installer un suivi continu en ligne. Ça pourrait nous permettre d'avoir plusieurs indicateurs à la fois et aussi être rapide et prédictif. Alors, je vais rapidement parler de quelques performances qui ont été obtenues par spectroscopie proche infrarouge pour la digestion anaérobie et vous montrer en fait quels avantages on pourrait avoir en utilisant une approche multibloc au niveau des données obtenues. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le domaine proche infrarouge, les absorptions sont dues à des vibrations harmoniques, donc il y a des combinaisons, donc il y a déjà une certaine difficulté d'interprétation au niveau du spectre. Et Alessandre nous a montré tout à l'heure toutes les difficultés qu'il pouvait avoir lorsqu'il y a de l'eau dans les échantillons. Donc là, par exemple, on a les spectres en transmission de 3 composés qui sont l'eau, le chlorure d'ammonium et puis le propionate de sodium. Et on voit qu'il est difficile de différencier déjà au niveau spectral ces trois spectres-là. Et ce qui est le plus important au niveau de ces spectres, c'est les 2 creux d'absorption de l'eau qu'on peut voir au niveau du spectre. Alors, pour s'affranchir en fait de cet effet de l'eau, la grande majorité des études qui ont été faites sur des échantillons séchés. Donc, pour la prédiction de paramètres tels que le pH, les acides gras volatiles, l'alcalinité, etc. Mais il y a quand même certaines études qui se sont focalisées sur l'utilisation des digestats bruts. Donc, des digestats qui contiennent quand même une certaine quantité d'eau. Donc le tableau là vous résume à peu près tout ce qui a été fait. Donc avec quand même des bonnes performances, on a des performances avec des coefficients de corrélation entre 0,8 et 0,9 et des erreurs de prédiction au niveau des acides gras volatiles qui sont de l'ordre de 200 mg et 1000 mg d'AGV. Donc ça fonctionne. Donc qu'est-ce qui n'a pas pourquoi on dit en fait qu'il y a une influence de l'eau? Ce qu'on va faire en fait, c'est regarder de plus près ces résultats-là et aller voir en fait la quantité de matière sèche que contiennent ces échantillons. Parce qu'on voit ces échantillons, c'est des boues, c'est des ensilages de maïs, c'est des fumiers. Donc en fait, au niveau de la matière sèche, ils vont avoir une composition de matière sèche très élevée. Donc on a l'information que ça fonctionne dès qu'on a une teneur en matière sèche un peu plus élevé. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça va être des boues de type, des effluents de type boue qui ont une très grande teneur en eau, par exemple? Donc cette information-là, on ne l'a pas.
Et bien évidemment, tout ceci a été fait avec des régressions de type PLS classique que vous connaissez à peu près tous. Alors, quel avantage pourrait avoir une approche multibloc au niveau de cette étude-là? On sait qu'à l'instar de la PLS qui va mettre en relation un bloc de descripteurs avec un bloc de réponse, l'approche multibloc va permettre de mettre plusieurs blocs de descripteurs avec le même bloc de réponse. Donc nous, dans notre cas, ça pourrait nous permettre d'associer, en plus de la spectroscopie proche infrarouge, tout ce qui est information annexe qu'on peut avoir sur un digesteur. Donc tous les capteurs qui sont déjà installés directement sur un digesteur, même s'ils ne permettent pas un suivi optimal, on peut associer cette information-là pour avoir un modèle un peu plus complet. Donc je ne vous parlerai pas de tout ce qui existe comme approche multibloc. Je sais qu'il y a plein de spécialistes dans la salle. Mais en termes d'avantages, donc je le disais tout à l'heure, on pourrait avoir une contribution de chaque groupe de descripteurs par rapport à la prédiction de modèles. Il peut y avoir une sélection des descripteurs les plus intéressants, les plus pertinents. Il y aura une amélioration de la qualité du modèle, mais en contrepartie, il y aura quand même une certaine complexité au niveau de l'interprétation des variables latentes qui vont entrer dans ce modèle-là. Donc, l'objectif ici pour nous, c'est de mettre quand même en œuvre une méthode de qualité sur des digestats bruts, donc des digestats qui vont avoir une composition en eau très élevée, et utiliser une approche multibloc pour pouvoir prédire des paramètres d'intérêt qui vont être des acides gras volatiles, des acides gras à longue chaîne et pourquoi pas la production de méthane de notre digesteur. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire en utilisant une petite méthodologie dont je vais vous présenter rapidement notre dispositif expérimental, les paramètres physico-chimiques qu'on a étudiés, les sondes spectroscopiques qu'on a testées et nos blocs de données, nos jeux de données multiblocs. Donc, en termes de dispositif expérimental, je sais que vous n'avez pas l'habitude, mais c'est un réacteur de digestion anaérobie à l'échelle laboratoire. Donc, sur ce réacteur-là, un réacteur continuellement agité, donc il y a un agitateur à l'intérieur pour brasser le mélange. Et là, le substrat d'alimentation de ce mélange-là est placé dans une trémie d'alimentation qui est dans le réfrigérateur au-dessus de notre réacteur pour permettre une alimentation gravitaire. Et tout le système est managé via un logiciel qui a été développé sous LabVIEW. Et en termes de paramètres qu'on a étudiés sur ce réacteur-là, on a fait une expérimentation qui a duré 400 jours d'analyse, donc avec des substrats tels que du lisier porcin comme substrat de base, auquel on a rajouté des co-substrats tels que des résidus d'alimentation animale, des déchets de fruits, de la graisse, des déchets de restauration et des déchets de protéines. Et tout ça pour être dans une charge organique qui varie entre 1 et 5 kg de déchets. Donc une charge usuelle qu'on peut retrouver sur les digesteurs à échelle normale. Et on a défini deux types de fonctionnement au niveau de ce réacteur-là. Donc, sur les 200 premiers jours, le réacteur a fonctionné normalement. Donc, on a essayé de garder des conditions opératoires fixes, donc des temps de séjour fixes, donc 21 jours pour les 200 premiers jours. Et sur la deuxième partie, on a utilisé des conditions opératoires variables, donc tout ça dans le but de stresser au maximum le digesteur pour provoquer des dysfonctionnements au niveau de notre réacteur. Et en termes de paramètres physico-chimiques, nous avons étudié des paramètres assez classiques, donc tout ce qui est pH, matière sèche et volatile, azote, acide gras volatile, acide gras à longue chaîne et bien évidemment la production de biogaz au niveau de notre digesteur, avec des fréquences de mesure assez différentes, donc 1 à 2 mesures sur la première partie et 5 à 7 mesures sur la deuxième. Alors, au niveau des sondes testées, nous avons testé 2 architectures de sondes spectrales. Donc, une première architecture qui est basée sur la spectroscopie optique diffuse. Donc, c'est une sonde qui a 2 fibres. Donc, une première fibre qui va apporter de la lumière dans le milieu, une deuxième pour la collecter. Et là, la mesure va se faire en contact avec l'échantillon. Donc, on va venir plonger notre sonde dans notre milieu. La deuxième architecture est une sonde polarisée. Donc, l'avantage de la polarisation, c'est qu'elle va nous apporter une information supplémentaire par rapport au chemin optique que fait la lumière dans notre milieu. Donc, on a une information sur la diffusion de milieu. Donc, on peut décomposer notre signal total en signal de réflexion simple et en signal de diffusion multiple. Et ces 2 architectures-là, on a utilisé le même spectromètre. Donc, et la gamme
la gamme spectrale était entre 350 et 2500 nanomètres. Les mesures ont été faites hors ligne pour faciliter en fait l'analyse, avec des fréquences d'analyse de 2 à 7 mesures par semaine. En termes de blocs de données qu'on a, donc je viens de montrer à peu près les deux sondes spectrales qu'on a. Donc on a un premier jeu de données qui va être issu de notre sonde de fibres, un deuxième jeu de données qui va être issu de la sonde polarisée et un troisième jeu de données qui va être constitué de données physico-chimiques. Donc pour se rapprocher des conditions de terrain, on a utilisé uniquement les données qu'on pouvait facilement acquérir au niveau du digesteur, telles que la masse d'alimentation, le pH en entrée et en sortie du digesteur, l'alcalinité en sortie, l'ammonium en entrée et en sortie, tout ce qui est matière sèche, volatile et matière minérale en entrée du digesteur, donc des paramètres facilement accessibles. Nous avons procédé dans un premier temps à une régression classique par bloc de données sur ces données-là pour obtenir des paramètres d'intérêt tels que les acides gras volatiles totaux, les acides gras à longue chaîne totaux et puis la production de CH4. Et dans un deuxième temps, nous avons constitué des blocs. Donc un premier jeu de blocs qui était constitué uniquement des données spectrales et un troisième bloc constitué de ces trois blocs-là. Et sur ces données, nous avons appliqué la méthode SOPLS que Jean-Michel a expliqué en long et en large. Et pour rappeler le principe, c'est une méthode qui va constituer en des régressions multiples avec entre elles à chaque fois une orthogonalisation, une déflation en fait pour enlever la quantité, les informations qui ont déjà été prises en compte. Alors, quels sont les résultats qu'on a obtenus sur ce procédé-là? Donc, je vais présenter rapidement la stabilité globale de notre réacteur. Donc, comment le réacteur a réagi par rapport à tout ce qu'on lui a mis au niveau alimentation. Ensuite, je vais vous présenter les résultats spectraux et puis comparer en fait les résultats entre PLS classique et SOPLS. En termes de stabilité de notre digesteur, donc en bleu, on a toujours notre charge organique dans ce qu'on met dans notre digesteur et en rouge, on a la production de biogaz au niveau de notre réacteur. Donc, comme on peut le voir sur la figure, notre réacteur a subi quand même pas mal de dégâts parce qu'à chaque fois qu'on lui mettait une charge qu'il n'arrivait pas à digérer, on plantait notre réacteur, c'est-à-dire que la production de biogaz chutait. Donc sur la première partie, sur les 200 jours, on voit quand même qu'on reste constant au niveau de l'augmentation. La production de biogaz atteint quand même une grande... Le réacteur fonctionne pendant un bon bout de temps avant qu'il y ait un plantage. Et sur la deuxième partie, il y a des plantages répétés qui sont dus. On a 2 plantages qui sont dus à des accumulations de graisse. Donc on a rajouté de la graisse dans le digesteur. Il n'a pas trop aimé ça. Il y a 3 plantages qui ont été dus à des sucres, donc des carbohydrates. Cette fois-ci, c'était un excès de pommes. Et un autre plantage qui a été dû aux protéines. Donc le réacteur a subi pas mal de dysfonctionnements qu'on peut voir au niveau de la production de biogaz. Au niveau des paramètres d'intérêt qu'on cherche à prédire, au niveau des acides gras volatiles totaux, on voit en fait qu'à chaque fois que le réacteur subit un dysfonctionnement, ce paramètre-là va augmenter. C'est une réaction intrinsèque au procédé, donc il y a accumulation des acides gras volatiles à chaque fois que le procédé est en train de dysfonctionner. Donc ça, c'est commun à tous les types de dysfonctionnement. Au niveau des acides gras à longue chaîne, ça c'est un paramètre qui va être plutôt présent uniquement lorsqu'on va mettre des éléments, enfin des substrats graisseux au niveau de notre digesteur. Donc c'est un paramètre qui est vraiment spécifique à tout ce qui est graisse, parce que les acides gras à longue chaîne, ce sont des sous-produits de la digestion des graisses tout simplement. Au niveau de nos spectres qu'on a obtenus sur ces expériences-là, donc j'ai dit qu'il y avait 2 architectures de sondes. Donc là, ce sont les spectres en réflectance de nos 2 architectures de sonde. Donc à gauche, la sonde de fibres et à droite, la sonde polarisée. Ce qu'on voit en fait sur ces spectres-là, pour les décrire à peu près, c'est qu'il y a une grande influence de l'eau au niveau de ces spectres parce qu'on voit uniquement les creux d'absorption de l'eau. Donc il y en a 4 parce qu'on part de 400 à 2500 nanomètres. Donc il y a beaucoup de creux qui sont reliés à la liaison OH, donc à 970, 1200, 1440 et 1996 nanomètres. Et pour appuyer un peu le propos,
On voit en fait au niveau de la composition de notre digestat la teneur en matière sèche qu'on a. Donc au niveau de nous, nos digestats, on était à 13,6 et 26. Et si on se rappelle un peu de ce que j'ai présenté au niveau des autres, au niveau de la biblio où il y avait quand même une bonne performance, ils étaient beaucoup plus élevés que ça. Donc on est vraiment dans un milieu très liquide. Et pour traiter un peu ces spectres-là, parce qu'ils ne sont pas très jolis, il faut le dire, on les a passés en absorbance. On a utilisé la méthode Savitzky-Golay pour les dérivés et les lissés, et puis on a réduit toutes les parties qui étaient bruitées, avant de procéder à la méthode PLS et SOPLS. Alors, au niveau des résultats, des résultats qu'on a obtenus en PLS classique, donc chaque bloc de descripteur a servi à prédire les AGV totaux, les AGLC totaux et la production de biogaz. Donc, sans surprise, les meilleurs modèles monoblocs se sont retrouvés au niveau des jeux de données physico-chimiques, sauf pour les AGLC, où c'était la sonde de Fives qui prédisait mieux ce paramètre-là. Et lorsqu'on utilise uniquement les jeux de données spectrales pour prédire ces mêmes paramètres, on remarque en fait qu'au niveau des AGV totaux et de la production de biogaz, on n'est pas plus performant que les modèles physico-chimiques, mais on est plus précis qu'un modèle spectral tout seul. Donc on gagne entre 55 et 13% de précision au niveau de l'erreur de cross-validation. Et lorsqu'on utilise les trois blocs, lorsqu'on utilise en fait les deux blocs spectrales pour prédire les AGLC, on gagne 60% de précision par rapport au meilleur modèle qui a été prédit par le bloc de la sonde de Fives. Ce qui se passe lorsqu'on va utiliser ces trois blocs tous ensemble pour prédire les mêmes paramètres, c'est qu'on va être globalement plus bon. Ce qui est bien en fait au niveau de notre prédiction, c'est que chaque bloc de descripteur qu'on a utilisé au niveau de notre modèle apporte une information en plus au niveau de la prédiction. Donc on peut le voir au niveau de la sélection des variables latentes qu'on servit à ce modèle-là, que chaque bloc de descripteur a apporté une information au niveau de notre modèle et qu'on a gagné en précision au niveau de l'erreur de cross-validation de ces différents paramètres-là. Ce qu'il faut retenir en fait de cette étude, c'est que l'effet de l'eau a eu un eau assez important. L'eau a eu un effet assez important au niveau de nos spectres parce qu'on voit que les modèles monoblocs spectraux n'ont pas eu une meilleure prédiction. On est globalement entre 0,50 et 0,60% de précision. Donc ça, c'est pas très important niveau prédiction. Mais lorsqu'on on ajoute en fait à ces blocs-là des informations telles que la température, le pH, etc., qu'on a au niveau de notre digesteur, on peut apporter une précision en plus à notre prédiction. Donc, ce que je peux dire en conclusion, c'est que c'est possible en fait de suivre la digestion anaérobie par spectroscopie proche infrarouge sur des digestats bruts, mais que l'eau aura une influence sur les spectres collectés, qui a un important manque de robustesse au niveau de la prédiction au niveau des prédictions des paramètres d'intérêt lorsqu'il y a de l'eau dans nos échantillons, qui a une amélioration en fait lorsqu'on va utiliser un jeu de données supplémentaire pour appuyer en fait cette prédiction-là. Et ce qu'on peut utiliser en fait au niveau des perspectives, c'est explorer ce que j'ai pas dit en fait, c'est que le bloc polarisé peut se décomposer en d'autres spectres qu'on peut utiliser en fait pour améliorer encore plus cette prédiction multibloc là. Donc voilà pour moi. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Lorraine. On a juste le temps pour une courte question. Question rapide. Merci pour la présentation, c'est intéressant, mais c'est un problème très difficile. J'ai travaillé quelques années dans ce domaine-là. Je dois dire qu'on mesure deux choses avec l'infrarouge en réflexion sur ce genre de produit. On mesure l'eau, en fait on ne mesure qu'une chose. On ne mesure que de l'eau ou la matière sèche qu'il y a dans l'eau. Mais ce qu'il y a dans la matière sèche, c'est très difficile de faire la distinction. Donc mes conclusions sur les travaux qu'on avait faits, c'était qu'on sait voir les pics des volatiles quand il y en a, mais c'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal. Donc on sait voir quand le système va se planter.
Mais reprenez vos calibrations et redivisez-les par la matière sèche, et vous regarderez la R2 que vous avez, vous serez surpris. Donc si vous ramenez tous vos critères sur la matière sèche, il n'y a plus de corrélation. Bon, ça c'était une question très courte. On a temps pour un autre. Un commentaire. Une question? Non? Bon. Merci beaucoup, Lauren. Merci à tous les orateurs qui ont parlé tout à l'heure.